Alors on commémore en ce moment les 30 ans après la mort de Lacan, Jacques Lacan. Et je l'ai connu. Il venait même à mes séminaires à Vincennes sur la topologie, les rêves, etc. Et je l'ai connu personnellement et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché, mais sur le plan personnel. Je n'ai pas été son patient. J'ai fait des contrôles chez lui jusqu'au moment où j'ai vu que ça ne m'apportait plus rien. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelqu'un, et ça fait l'admiration des gens qui l'évoquent, c'est quelqu'un qui ne cédait pas sur son désir. Ça veut dire, un jour j'étais avec lui à Rome, il un taxi, il n'y a pas de taxi, passe un taxi occupé, il s'engouffre dans le taxi occupé. Bon, très bien. Et quelque part, il y avait un côté adolescent, et comme c'était un vieux, enfin, et puis, bref, et il lacanisait sur lui tous des transferts massifs. Et je me suis demandé qu'est-ce qui resterait finalement de son discours au fil des années. Et je m'aperçois en ouvrant les bouquins de Lacan de temps en temps qu'il reste la trace d'une présence de quelqu'un qui avait un objet, un but, qui était avoir un auditoire de 400, 500, 600, 800 personnes vers la fin, qui l'écoutent et qui reviennent la fois d'après, le plus longtemps possible, et ça a duré genre 25-30 ans. Voilà. Et très bien, il les a fascinés, et avec des techniques d'ailleurs de oratoire extrêmement précises et dont il y a rien à dire. Il voulait ça, il l'a eu. Le fait est que dans l'écriture, on lit et on perçoit des contorsions qui enveloppent une idée, etc., qui promettent de l'éclairer, et puis à la fin, ça tient dans le creux de la main, il n'y a pas grand-chose, ça laisse rien. Et donc, on se dit que, en fait, c'était assez malin de sa part, c'est-à-dire que les problèmes des gens, le désir, l'inconscient, voilà, oui, quoi d'autre? Oui, le désir, l'inconscient, la pulsion, il les enveloppait de son discours, promettant de les éclairer, mais en fait, c'est comme s'il les emballait et on est obligé de suivre son discours si on veut les récupérer, si on espère les reprendre. Et on s'aperçoit donc qu'il reste très peu de choses. Et ce qui m'a fait de la peine en écoutant certains de ces émules qu'il exalte aujourd'hui, c'est que tout ce qu'ils disent de lui pour le glorifier le rend tout simplement humain, individuel, et je dirais un franc-tireur du langage, mais sûrement pas un fondateur de quelque chose de nouveau. Or, ça, ce que je viens de dire, on ne peut pas le dire parce qu'il a formé des tas de psychanalystes qui eux-mêmes ont formé des patients avec toujours l'idée que Lacan, c'est ce qu'il y avait de plus fort. C'est comme, donc si je dis, vous savez, ça tient à pas grand-chose, c'est comme si je disais à quelqu'un, vous savez, votre père, c'était bon, quelqu'un quoi, de plutôt banal. On ne dit pas ça à quelqu'un. Il aime son père, il faut lui laisser son père en paix. Vous comprenez? Donc il y a une impossibilité de déployer la critique parce qu'elle est forcément perçue comme un acte agressif, hostile. Alors je peux dire que je n'ai absolument aucune hostilité envers Lacan, aucune agressivité. Je trouve qu'il a bien joué. C'est pas mon jeu, mais il a bien joué et il a gagné à son jeu. Mais que ce jeu-là n'est pas partageable aujourd'hui par
autre chose que les groupes lacaniens, les sectes, les gens qui tournent avec cette machine à langage, avec toujours l'espoir d'en détacher, d'en extraire une vérité. Et en fait, la vérité qu'ils en extraient, c'est le fait de tourner avec. C'est-à-dire que ça tourne sur soi-même et ça n'ouvre pas sur des questions existentielles, je veux dire, que les gens affrontent.